Bienvenue donc au webinaire organisé dans le cadre du SPROEP, Service public régional de l'orientation et de l'évolution professionnelle. Donc je suis Sylvie Rochard du Grève Bretagne et nous accueillons aujourd'hui Monsieur Ceped, directeur juridique de Centre Info. Bonjour Monsieur Ceped. Bonjour, bonjour à tous. Donc nous accueillons Monsieur Ceped pour donc un webinaire sur la réforme de la formation. Alors, nous avons souhaité aborder la thématique de la réforme de la formation euh, et ses impacts sur les professionnels de l'orientation. On a souhaité aborder cette réforme de manière assez globale, la considérer en fait dans sa globalité, parce que la réforme impacte énormément de choses, notamment donc les acteurs, les dispositifs, les logiques de parcours et de financement. Donc c'est une réforme qui est vraiment assez globale. Euh, donc on veut vous la présenter de manière globale, mais en insistant également sur les impacts pour vous, donc professionnels de l'orientation. Donc on aura en fait une présentation qui va se faire donc avec une introduction qui va notamment insister sur les grands axes de la réforme, quelles sont les orientations qu'a souhaité le législateur. Et puis ensuite on aura deux parties. Une première partie donc plutôt sur le futur schéma de la formation professionnelle avec on revisitera en fait quelles seront les futures instances et puis les acteurs, et puis bien sûr les dispositifs avec donc le CPF, le CPF de transition et le nouveau CEP. Et puis une partie 2 qui sera plutôt sur donc les nouvelles modalités d'accès à la formation et les changements qui vont être induits pour à la fois les entreprises, les salariés et puis les organismes de formation. Donc sur les modalités en fait par rapport à ce webinaire, donc vous avez bien compris que vous avez donc un bloc de questions-réponses où vous pouvez donc poser vos questions. Alors on voudrait essayer qu'il y ait un petit peu d'interactivité. Donc Monsieur Ceped va donc faire son exposé, mais vous pouvez au fur et à mesure de l'exposé poser vos questions dans le bloc de questions-réponses. Moi je vais me charger donc de regarder vos questions. Ma collègue Gwenaëlle Berthelot est là également comme modératrice. Bonjour Gwenaëlle. Donc elle va également se charger de collecter les questions que vous posez. Donc on pourra peut-être pas répondre à l'ensemble des questions, mais on essaiera de prendre des temps, voilà, pour qu'il y ait un petit peu d'interactivité aussi par rapport à vos questionnements. N'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation à poser vos questions dans le bloc de questions-réponses. Donc je vais laisser la parole à Monsieur Ceped pour l'introduction de cette présentation. Bien, merci Sylvie. Euh, Ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour travailler avec vous ce sujet. Sylvie vous a invité à poser des questions. Moi, j'ai préparé naturellement un diaporama qui, vous allez le voir, est assez riche en informations, mais le but du jeu, c'est certainement effectivement d'essayer déjà d'avoir des remontées de vos questions. Vous avez certainement déjà un certain nombre d'informations sur cette loi. C'est une loi qui a été publiée donc au mois de septembre 2018. Et l'originalité de cette loi, c'est qu'elle se met en œuvre bien progressivement dans le temps. L'année 2019 étant une année de transition. Alors donc, si on veut rentrer dans cette problématique de l'impact de cette loi en ce qui concerne les activités des structures d'information et d'orientation professionnelle, la première idée qui m'est venue, c'est peut-être d'essayer de forcer la lecture de cette loi sur l'un des axes annoncés par le législateur, à savoir de mettre l'individu au centre du dispositif de la formation professionnelle. Alors, cette approche, il ne faut pas, si on utilise une métaphore, il ne faudrait pas que l'arbre cache la forêt. Toute la loi n'est pas centrée sur ce sujet-là, mais effectivement, c'est l'un des enjeux et je pense qu'il va falloir mettre à sa place le compte personnel de formation par rapport à l'écosystème général de la formation professionnelle. Je pense que les professionnels de l'orientation doivent avoir des repérages très clairs sur ces sujets. Il y a trop de représentations fausses
sur la formation professionnelle, sur le droit à la formation professionnelle. Le droit à la formation professionnelle ne fonctionne pas comme la formation initiale. Le droit à la formation professionnelle, en fin de compte, c'est un dispositif où il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'initiatives possibles. Donc, il ne se résume pas à une relation directe entre les individus et la formation. L'individu engagé dans la vie professionnelle, l'individu à la recherche d'un emploi a d'autres obligations que celle de se former, alors que le citoyen, jusqu'à l'âge de 16 ans au minimum, a l'obligation de se former. Ça s'appelle la scolarité obligatoire. Donc, mettre l'individu au centre, je vais y insister, mais avant de rentrer dans ce point-là, je pense qu'il y a un deuxième message qui est très important pour vous, qui est informé sur la formation professionnelle. La loi du 5 septembre construit un dispositif qui amorce un principe de certification professionnelle tout au long de la vie. Le concept n'est pas dans la loi, mais nous allons le voir, la plupart des dispositifs financés par les fonds des entreprises, et j'insiste bien sur cette mécanique, et je pense que c'est important que je vous démontre cette réalité du financement de la certification professionnelle par les contributions des entreprises, eh bien, le législateur a tenu à privilégier donc des dispositifs qui permettent cette certification professionnelle. Ce qui va aboutir en fin de compte à un processus, à mon avis, très important. Est-ce que le parcours de formation se termine par une simple attestation de formation, ou est-ce que ce parcours de formation en construction, est-ce que ce parcours de formation va permettre une certification professionnelle? Le postulat de départ de la réflexion du législateur, c'est l'inégalité face au chômage par rapport à cette question de la certification professionnelle. Les personnes sans certification professionnelle ont moins de chances de retrouver un emploi que ceux qui en ont une. Donc, il fallait que les fonds provenant des entreprises, les contributions obligatoires fixées par la loi, ces contributions provenant des entreprises, soient plus fléchées vers le financement de la certification professionnelle. Peut-être, dernier point, c'est que le libellé de cette loi doit naturellement vous faire réfléchir. Une loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, si ce n'est pas une loi qui doit intéresser les professionnels de l'orientation professionnelle, ça serait quand même bien dommage. Mais le paradoxe, c'est que ce n'est pas une loi qui parle de l'orientation professionnelle tout au long de la vie. En fin de compte, les professionnels que vous êtes doivent s'intéresser à cette loi parce que l'écosystème de la formation professionnelle est entièrement transformé. Et donc, il est très important pour vous que vous en mesuriez bien les conséquences. Et pour cela, je pense qu'il faut éclairer un petit peu le propos et rappeler quelques fondamentaux sur cette loi. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une loi qui prévoit un calendrier de mise en œuvre. Donc on a un peu de temps devant nous. Nous allons vivre 2 années de transition, 2019 et 2020. Et au cours de ces années, donc, des acteurs nouveaux vont apparaître. Déjà depuis le début de cette année, France Compétences est en place, les opérateurs de compétences sont en place. Donc 2 instances sur lesquelles, naturellement, je pense qu'il faut forcément que je vous apporte des éclairages. Ce qui est intéressant à noter, c'est que ces opérateurs correspondent à une volonté, à un axe de la réforme. France Compétences, j'essaierai de vous le démontrer, cherche à simplifier la gouvernance qui, je vous le rappelle, est entre les mains de l'État, des régions, des partenaires sociaux. Donc, comment faire pour que 4 acteurs travaillent mieux ensemble? Donc, France Compétences est au cœur de ce dispositif. Ensuite, les opérateurs de compétences, ils ont une mission, développer l'alternance et en particulier l'apprentissage, puisque dorénavant, c'est eux qui vont financer l'apprentissage. Et puis, priorité pour les TPE, PME. Et là, petit seuil important à repérer, c'est le seuil des moins de 50 salariés. Le plan de développement des compétences des entreprises, financé par les opérateurs de compétences, sera réservé aux entreprises de moins de 50 salariés. On revoit là un des leitmotifs du législateur, faire en sorte que ces fonds obligatoires, ces fonds fiscalisés, obéissent à des politiques de redistribution en direction des publics qui en ont le plus besoin. À partir de l'année prochaine, nous allons franchir une étape importante avec la désintermédiation des droits individuels à la formation. Je pense au CPF, ce CPF qui est complété par un CPF de transition, j'en parlerai, et naturellement qui ne peut se comprendre qu'avec le conseil en évolution professionnelle.
L'idée de ces trois dispositifs, c'est mettre l'individu au centre du dispositif. Alors, on va voir qu'il n'y a pas tant que ça de moyens qui sont donnés, moyens financiers, parce que l'apprentissage a le vent en poupe. La formation des demandeurs d'emploi a le vent en poupe dans la tuyauterie financière mise en place par France Compétences, mais quand même, un large dispositif est prévu pour faire en sorte que les individus s'impliquent et puissent disposer de moyens pour mettre en œuvre leur parcours de formation. Enfin, à partir de 2021, eh bien, deux autres axes importants seront franchis, puisque l'URSSAF simplifiera le système de collecte qui va encore être entre les mains des OPCO l'année prochaine. Et en ce qui concerne la qualité des prestataires de formation et des centres de formation d'apprentissage, eh bien, nous allons avoir entamé le processus de certification qualité qui sera obligatoire pour obtenir des financements justement provenant des politiques publiques. Voilà, donc un vaste sujet et de vastes sujets sont couverts par cette loi, mais pour essayer de répondre le mieux à vos préoccupations et à vos attentes, je pense que je vais tirer le fil de la formation à la main des personnes, à la main des individus, et peut-être tout de suite vous montrer un slide qui montre le changement concernant les droits individuels à la formation. Donc, le compte personnel de formation a été monétisé depuis le début de cette année, nous verrons comment, et à terme, donc, il y a bien un processus de simplification qui est en marche, puisqu'en 2020, ce sera seulement la Caisse des dépôts et consignations qui financera ce CPF de transition, ce CPF monétisé. Donc nous sommes à la veille d'un basculement important, puisque actuellement, il y a 4 opérateurs différents qui financent le CPF. Donc vraiment un processus où, quelle que soit la situation de la personne, qu'elle soit salariée, qu'elle soit demandeuse d'emploi, qu'elle dépende qu'elle soit travailleuse, non salariée, profession libérale, ce sera la Caisse des dépôts et consignations qui financera le CPF. Le CPF de transition, c'est l'ancien congé individuel de formation. Il va continuer cette année à être financé par le fonds GESIF, et à partir de 2020, ce seront donc les nouvelles structures paritaires régionales, les fameuses associations de transition professionnelle, les commissions paritaires dans la loi, mais les partenaires sociaux vont les appeler les associations de transition professionnelle, qui seront à la manœuvre. Enfin, concernant le conseil en évolution professionnelle, la volonté est de simplifier le système et de faire en sorte que soient bien distinguées les fonctions de financeurs de la formation. Donc les fonds GESIF cesseront cette activité à partir de l'année prochaine, et des opérateurs nouveaux vont s'occuper du conseil en évolution professionnelle des salariés. Donc c'est un changement important aussi qui va vous concerner en région. Enfin, donc, toujours pour illustrer mes fils rouges et pourquoi la certification professionnelle va être de plus en plus visible, eh bien parce qu'il y a une préoccupation de développement des compétences. Le législateur regroupe toutes les prestations dans un seul vocable qu'il appelle la formation professionnelle. Et la formation professionnelle, ce sont les actions de formation, les bilans de compétences, la validation des acquis de l'expérience et les actions d'apprentissage. Donc on le voit dans cette expression des formations concourant au développement des compétences. Nous avons de la formation continue avec les 3 typologies que l'on connaît bien, l'action de formation, le bilan de compétences, la VAE, et puis une 4e typologie, l'action d'apprentissage. Il va falloir qu'on intègre, les acteurs de la formation continue, intègrent l'apprentissage qui va de plus en plus obéir aux règles de la formation continue, tout en conservant naturellement ses spécificités. Mais l'autre point qui est important, c'est l'apparition du concept de formation certifiante. Donc le législateur tient à ce que soient clairement repérées ces filières de formation qui conduisent à des certifications inscrites dans les répertoires officiels des certifications professionnelles. Et dans cette définition qui est dans le Code du travail dorénavant, eh bien, le législateur nous précise que les autres formations, celles qui ne conduisent pas aux certifications professionnelles, aboutissent à de simples attestations, et encore si l'organisme de formation entend les délivrer. Donc, une clarification sémantique très forte est apportée par le législateur, et donc on devrait voir évoluer un certain nombre de catalogues de formation qui abusent du terme de certification ou de certificat
professionnelle, ces vocables devront être réservés à des préparations, à des formations qui préparent véritablement à des certifications officielles. Voilà, donc une terminologie, une sémantique qui va bousculer les acteurs, et c'est pour ça que je vous propose de découvrir tout cela. Moi, enfin, je pense que vous avez déjà beaucoup d'informations, mais en tout cas, le fil rouge de ma présentation, ça va être d'expliquer comment les acteurs vont muter et comment derrière ces acteurs, il va y avoir un pilotage de dispositifs différents. Voilà, donc nous allons commencer par les instances de gestion, les opérateurs, et puis on terminera par les entreprises, les salariés et les prestataires de formation. Et vous l'avez remarqué, je l'ai déjà dit, le législateur, dès 2019, fait muter le dispositif avec France Compétences et les opérateurs de compétences, et nous verrons effectivement qu'il va y avoir dès cette année beaucoup de changements. Alors, concernant ce dispositif de mutation, je ne sais pas pourquoi l'animation ne marche pas aujourd'hui, ça marchait très bien hier, à moins que, oui, c'est certainement ça. Voilà, donc voilà, l'animation fonctionne, heureusement. Donc nous sommes à la veille d'une mutation très importante du dispositif qui va aboutir à ce que toutes les contributions des entreprises à la formation professionnelle et à l'apprentissage convergent donc à partir de 2021 vers une collecte URSSAF. Donc les OPCO cette année et l'année prochaine vont continuer à collecter, mais à terme, donc c'est France Compétences qui va être le répartiteur des contributions des entreprises. Il n'y aura plus de lien direct entre l'entreprise et les OPCO. Il n'y aura pas de lien direct à partir de 2021. Ce lien va être coupé. Donc c'est France Compétences qui sera le grand répartiteur des fonds provenant des entreprises. Et si au démarrage, il y a bien une différence entre la contribution à la formation et la taxe d'apprentissage, vous le voyez au final quand le dispositif apparaît au niveau des différents opérateurs, nous n'avons plus les mêmes pourcentages. France Compétences a la possibilité, si Sylvie, vous pouvez pointer sur les pourcentages qui se situent au niveau du sol. Voilà. France Compétences va donc avoir de toute façon une dotation fléchée vers les demandeurs d'emploi, et donc une enveloppe non négligeable, donc plus d'1 milliard d'euros vont être affectés dès cette année au financement de la formation des demandeurs d'emploi. Et ensuite, tous les ans, France Compétences aura la possibilité de faire varier les pourcentages d'attribution des dotations en fonction des dispositifs. Donc, vous avez pour l'alternance les pourcentages les plus importants. France Compétences pour aller de 64 à 72% du solde. Ensuite, vous avez le CPF géré par la Caisse des dépôts et consignations, donc ce n'est pas anodin. Et enfin, vous avez à peu près égal le plan de développement des moins de 50 salariés et le CPF de transition. Et enfin, une dotation financière pour financer ce futur conseil en évolution professionnelle qui sera donc régionalisé à partir donc de l'année prochaine. Donc, vous voyez cette organisation nouvelle qui se dessine met en avant clairement des politiques publiques de formation qui donnent ensuite à chacun des opérateurs des missions très précises. L'opérateur de compétences, la Caisse des dépôts et consignations, les commissions paritaires, les fameuses associations Transition Pro, vont avoir à piloter des dispositifs et France Compétences pourra leur demander des comptes pour vérifier si ces opérations, si les moyens que France Compétences leur a attribués eh bien, ont atteint les résultats escomptés. Et ce qui est intéressant à repérer, c'est quand même la part non négligeable des dispositifs qui concernent les droits individuels à la formation. Ils apparaissent donc cerclés de rouge. Voilà, donc naturellement, nous y consacrerons quelques diapositives en focale. Alors, rentrons maintenant dans chacun des acteurs. Quelques mots sur France Compétences. Ce slide de titre est important. C'est une instance de gouvernance. Nous venons de voir que c'était une instance de répartition des financements. Ça sera aussi une instance de régulation. Je l'ai un petit peu résumé tout à l'heure. France Compétences va pouvoir
réclamer à chacun des opérateurs des informations pour savoir ce qu'il a fait des fonds affectés. En ce qui concerne les missions, donc l'originalité, c'est de réunir au sein d'une instance nationale les principaux acteurs. Donc il y aura 5 collèges, l'État, les partenaires sociaux, donc syndicats de salariés et patronat, les régions, et puis quand même 2 personnalités reconnues dans le milieu de la formation continue. Donc un conseil d'administration très ramassé, car il doit être le plus opérationnel possible avec une répartition de voix. Tout ça va permettre ces fameux arbitrages de répartition de fonds, mais pas seulement, puisque France Compétences, c'est ce que suggèrent les disparitions des structures qui existaient avant. Donc France Compétences notamment va remplacer la CNCP, c'est-à-dire la Commission nationale des certifications professionnelles. France Compétences va s'occuper du pilotage des fameux répertoires des certifications professionnelles. C'est lui aussi qui va orchestrer la mise en place des tarifs et du financement des contrats d'apprentissage. Donc, France Compétences a émis des recommandations en direction des branches professionnelles afin que soient stabilisés les coûts contrats pour le contrat d'apprentissage. Donc ça, c'est un gros dossier qui devrait maintenant faire l'objet d'un décret et donner le coup d'envoi du financement de l'apprentissage par les OPCO dès cette année. Enfin, le CPF de transition professionnelle, qui va être géré par les CEPIR, sera beaucoup plus encadré que ne l'était jusqu'à présent le congé individuel de formation. Le congé individuel de formation, chaque FONGECIF avait son mot à dire, et c'était un dispositif très décentralisé, ce qui faisait qu'un conseil d'administration d'une région pouvait avoir des politiques de prise en charge différentes d'une autre région. On abandonne cette règle du jeu pour demander à France Compétences d'harmoniser un certain nombre de règles de financement au niveau national pour que les principes d'équité soient respectés dans les territoires. Enfin, France Compétences, c'est aussi le pilote du processus de qualité que les prestataires de développement des compétences devront respecter à partir de 2021. Donc c'est France Compétences qui a élaboré le cahier des charges de la future certification qualité. Donc là encore, un décret d'application est très attendu. Donc une instance très importante. Je vous invite donc à avoir la curiosité d'aller sur le site de France Compétences pour lire des informations très utiles. Par exemple, une information très utile, c'est le bloc de compétences, on en a beaucoup parlé. Donc l'un des ingrédients de la certification professionnelle, les ingrédients de la certification professionnelle, eh bien, France Compétences vient d'en définir la définition. Deuxième acteur qui est apparu depuis le début de l'année, ce sont les fameux opérateurs de compétences. Là encore, dans le slide de titre sont résumés un peu les grands messages. Par rapport aux OPCA, donc il y a une singulière diminution. Il y avait 20 OPCA, il y aura plus que 11 OPCO dans la nouvelle configuration. Ce sont les financeurs de l'apprentissage, donc ça c'est la grande nouveauté, à côté de la professionnalisation, et puis ils auront à développer le plan de développement dans les entreprises de moins de 50 salariés. On voit donc une mission complètement recentrée avec un gros challenge concernant l'apprentissage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une structuration d'OPCO en filière cohérente? Eh bien, ça veut dire que les 20 OPCA actuels ont été regroupés donc en 11 OPCO, mais attention, ce sont des branches à l'intérieur de chacun des OPCA qui a été affecté aux OPCO. Donc, on ne peut pas vraiment dire que c'est de la fusion d'OPCA, puisque à l'intérieur de chacun des OPCA, des branches sont allées rejoindre des OPCO différents afin de créer cette cohérence, puisque c'était bien le reproche que l'on pouvait faire de l'ancienne organisation, c'est que cohabiter dans des OPCA d'envergure complètement différente, eh bien, des branches qui auraient pu avoir des choses à se dire, eh bien là, le législateur a fait franchir le pas aux partenaires sociaux et nous avons donc regroupé toutes les branches qui tournent autour de la culture et des médias, toutes les branches qui tournent autour de l'agriculture et de la transformation alimentaire, de l'industrie, des services financiers et conseils, de la cohésion sociale. Enfin, vous voyez le slide. Et ça, je pense que c'est très éclairant pour vous. Ça va certainement vous aider
pour avoir des informations sur les besoins des branches professionnelles. En tout cas, la GPEC sectorielle est entre les mains des OPCO, c'est à eux d'être les opérateurs pour les branches professionnelles, et donc on peut espérer là avoir des informations très utiles sur les possibilités de contrats de professionnalisation, contrats d'apprentissage, sur des possibilités d'emploi également, puisque on le voit avec la compétence, naturellement, on rejoint les questions de compétitivité des entreprises, et donc vous aurez certainement la possibilité d'obtenir des informations très utiles. Enfin, faut parler des derniers opérateurs qui sont attendus. Alors, ils se mettent en marche en ce moment, mais ils seront surtout effectifs l'année prochaine. Donc, c'est la mise en œuvre du nouveau droit individuel à la formation. Je vous ai déjà montré ce slide tout à l'heure. Donc, il y a tout le basculement des opérateurs qui va se faire d'ici 2020. Je voudrais faire une petite focale sur le CPF, mais peut-être que Sylvie, vous avez repéré des questions déjà non, sur la pour première l'instant, il n'y a pas partie. de questions, mais simplement, je voulais laisser l'espace pour les personnes, justement pour rappeler que, enfin voilà, il y a de l'information qui arrive, elle est dense, mais voilà, si vous avez des questions, je voulais juste réintervenir pour dire que, effectivement, déjà sur cette première partie, sur ces premières slides, voilà, d'introduction et ces premiers grands opérateurs, s'il y a quelques questions, on peut les prendre dès maintenant pour avoir un petit peu d'interactivité. C'est pour ça que je vous coupais un petit peu. Donc, je vous laisse quelques Bien sûr, minutes n'hésitez pas. euh, aux Très bien, participants pour qu'ils puissent parfait. poser leurs questions. Et donc, il y avait plutôt des questions là d'ordre sur la forme, effectivement. Donc, le diaporama sera envoyé aux participants, hein. Donc, vous aurez le diaporama suite à cette intervention. Je crois qu'on où Très bien. trouver la sectorisation professionnelle, les OPCO, c'est-à-dire comment va être mise à disposition cette information sur l'information sectorielle. Ah ben écoutez, première invitation dans cette période, si vous voulez des informations assez précises sur le sujet, je vais faire une petite page de publicité. Nous avons sur le site Centre Info une rubrique droit de la formation. Il y a un point de droit sur les OPCO et cette fameuse diapositive un peu compliquée que je vous ai montrée où on voit les conventions collectives atterrir dans les nouveaux OPCO, bien cette cartographie des conventions collectives, nous l'avons mis en ligne sur le site. Donc je vous invite à lire ce point de droit que vous trouverez donc dans la rubrique droit de la formation. Et sinon, dans la période actuelle, c'est pas très facile de vous répondre parce que si juridiquement les agréments ont été délivrés, les partenaires sociaux sont en train d'organiser la création des OPCO et donc il y a actuellement un petit temps de latence avant que les nouveaux OPCO fonctionnent complètement. Donc le principe est le suivant, les anciens OPCA continuent à gérer les dossiers et au fur et à mesure de la mise en place officielle des structures, des dépôts des statuts et des enregistrements des statuts, voilà, ça sera possible d'avoir plus facilement des informations. Donc aujourd'hui, les sites internet des OPCO n'existent pas forcément. Ils doivent se mettre en place certainement très vite, mais à ce stade, voilà, ne vous étonnez pas si tous les OPCO n'ont pas leur site internet. D'accord, je vous remercie. Ben, je vous laisse continuer peut-être et puis simplement pour redire, pour refaire passer le message aux participants que s'ils ont des questions au fur et à mesure, ils peuvent les poser et puis on va les compiler et puis vous les poser directement. Je vous laisse poursuivre. Donc on est au même endroit, donc la diapositive 14. Faisons une petite focale donc sur ce qui est en train de se passer concernant le fameux compte personnel de formation. J'attire votre attention sur le fait que pour Centre Info, c'est un arbre dans la forêt, un arbre très très beau, mais il ne faut pas qu'il cache la forêt. Donc il faudra parler quand même un petit peu des autres dispositifs. Donc le compte personnel de formation est très important parce que c'est tous les individus. Tous les individus aujourd'hui, oui, avec une différence, puisque les agents publics, les agents de l'État, les agents des ministères, les agents territoriaux relèvent toujours d'un dispositif en heures. Il n'y a que les salariés, les non-salariés, donc les membres de profession libérale, les travailleurs indépendants, les commerçants et les demandeurs d'emploi qui ont un CPF qui est monétisé. Alors, cette année, il y a eu donc conversion pour ces publics
des heures de CPF en euros sur la base de 15 euros. 15 euros, donc ça veut dire que depuis le début de l'année, pour des salariés ou des demandeurs d'emploi qui auraient en stock toutes leurs heures de DIF plus les heures de CPF depuis sa création, disposent d'un budget de 2 880 euros. Et à partir du premier semestre 2019, compte tenu du compteur de l'année dernière, donc il va s'ajouter 24 heures qui vont être converties sur la base de 15 euros, donc 3 240 euros au cours sont disponibles dès cette année. Donc un processus de monétisation qui commence à fonctionner. J'attire votre attention sur le fait aussi, nous le verrons, qu'il y a un déplafonnement, un meilleur plafond, puisqu'on passe à 5 000 ou 8 000 euros, ce qui fait que par rapport au plafond qui existait jusqu'à présent, qui était donc de 300 heures, nous avons un volume d'heures, si on convertit en heures les 5 000 euros, ça fait quand même beaucoup plus d'heures en plafond qui ont été donc prévues par le législateur de 2018. Alors, autre bonne nouvelle, c'est que le CPF abandonne les systèmes de liste par les partenaires sociaux. Donc, nous avons un processus d'accès aux certifications professionnelles qui est beaucoup plus simple, puisque toutes les certifications inscrites au répertoire, aux 2 répertoires, sont accessibles dans le cadre du CPF. Et en ce qui concerne les autres formations, donc je rappelle, il y a toujours la possibilité de faire un bilan de compétences, il y a toujours possible de faire de la VAE, il est toujours possible de faire des formations à la création et à la reprise d'entreprise, comme pour les bénévoles également, il y a possibilité de formation. Et puis également, donc, sont éligibles les formations imaginées par les régions, par Pôle emploi et l'AGEFIP en direction des demandeurs d'emploi. Donc le périmètre des formations est très très large. Et concernant le permis de conduire, il a été élargi au permis poids lourd. Donc là encore, beaucoup de solutions sont possibles en termes de formation dans le cadre de CPF. Il faut quand même que ce soit des formations certifiantes. C'est ce qu'on vient de voir. Alors concernant le CPF en 2019, il va y avoir un moment important, c'est au mois de novembre 2019. La Caisse des dépôts et consignations va va mettre en œuvre une application sur le CPF qui va être la première version du service dématérialisé proposé par la Caisse des dépôts, qui va permettre l'achat des formations et donc un vrai dispositif d'autonomisation des personnes par rapport à leurs droits individuels. Ils vont avoir des informations sur leur offre de formation, ils vont avoir la possibilité de s'inscrire dans les formations et ils vont pouvoir payer directement l'organisme de formation. Donc les organismes de formation sont invités à renseigner la base de données concernant les offres de formation. Les conditions générales d'utilisation de l'application, comme dans toute application, seront au cœur du fonctionnement de cette application. Nous le verrons au cœur des contrats qui vont lier les prestataires, les personnes bénéficiaires et la Caisse des dépôts et consignations, donc des CGU, des conditions générales d'utilisation qui vont être au cœur du nouveau dispositif de financement du compte personnel de formation. À partir de 2020, nous basculons dans le compteur qui tourne en euros, donc avec le fameux plafond à 5 000 euros pour les salariés et les non-salariés, et 8 000 euros pour les peu qualifiés et les personnes handicapées. Donc là encore, on voit une préoccupation du législateur de redistribuer des possibilités de formation certifiante aux moins qualifiés. Et enfin, nous aurons, à partir de 2020 également, la logique des abondements gérés par la Caisse des dépôts et consignations via l'application gérée par la Caisse des dépôts et consignations. Je rappelle, le CPF est un dispositif très intéressant parce qu'il permet d'avoir une dotation financière pour couvrir un coût pédagogique, qui devient donc un coût en euros. Avant, c'était en heures. Mais le CPF a un défaut par rapport aux autres dispositifs, c'est qu'il ne garantit pas la rémunération et il ne garantit pas la prise en charge de la totalité des coûts de formation. Donc il faut forcément chercher
un partenaire, à moins que le salarié ou que le demandeur d'emploi envisage de se former, entre guillemets, hors temps de travail, sur ses temps personnels. Mais ce n'est pas toujours très confortable, surtout si on veut faire des formations longues. Et bien donc la logique de co-construction est constitutive du CPF. Et cette co-construction, c'est le moyen d'obtenir des abondements, c'est le moyen pour le salarié d'obtenir une rémunération pendant sa formation de la part de son employeur. À partir du moment où l'employeur accepte le projet de formation du salarié, il doit rémunérer le salarié pendant sa formation. Et éventuellement, donc l'employeur peut abonder financièrement, donc, et tout ça donc fait l'objet de co-construction. Il en est de la même façon avec Pôle emploi et les AGFIP, donc les logiques d'abondement. Et d'ailleurs, on fera une focale sur ce sujet. Et dans ce slide, il n'est pas oublié de mentionner que il n'est pas anormal dans ce dispositif que le titulaire du CPF, le détenteur du CPF, participe financièrement au montage du départ en formation. Ça fait partie de la règle du jeu également. Voilà, donc un dispositif qui va vers une autonomisation, qui va aller vers une désintermédiation. Donc c'est sûr que vous, professionnels de l'orientation, c'est une vraie nouveauté, c'est une vraie ambition pour le législateur de faire en sorte que, en fin de compte, pour ceux qui seraient le plus autonomes possible, eh bien de ne pas avoir besoin entre guillemets, de passer par des guichets, de passer par des attentes et aller directement à l'obtention des moyens pour mettre en œuvre le projet, ce qui permet naturellement de désengorger ces dispositifs d'intermédiation qui sont toujours utiles, dont font partie les principes de conseil en évolution professionnelle en particulier, qui restent naturellement possibles, mais qui auront l'avantage d'être dédiés aux personnes qui en ont le plus besoin. Peut-être des questions, Sylvie? Oui, oui, tout à fait. Donc, on a quelques questions. Ce que je vous propose, c'est de vous les poser, voilà, toutes, de manière à ce que vous puissiez. Il y aura peut-être certaines que vous allez rassembler et donc pouvoir répondre à plusieurs en même temps. Alors, une première question sur les publics visés. Est-ce que la réforme touche tous les salariés, y compris les salariés du public et du privé? Deuxième question sur France Compétences. Est-ce que France Compétences aura un droit de regard sur le tarif horaire des organismes de formation et sur l'efficacité des organismes de formation? Une troisième question sur les abondements. Donc, vous en avez parlé un petit peu. L'abondement par rapport au CPF, le CPF ne suffisant pas toujours à financer l'intégralité du coût pédagogique, les OPCO, les futurs OPCO, comment pourront-ils abonder? Y aura-t-il d'autres types d'abondements? Bon, vous avez en partie répondu à cette question. Alors, sur la prise en charge du salaire, des frais, en fait, enfin du salaire, à qui le salarié doit-il s'adresser? Et puis, dernière question, le CPF ne permet pas de faire un bilan de compétences pour définir le projet, puis de financer une formation pour la mise en œuvre du projet. Voilà. Comment pourra-t-on cofinancer tous ces coûts? Très bien. Donc, effectivement, le CPF fait l'objet de questions déjà nombreuses. Oui, je réinsiste sur les publics visés, je l'ai déjà un petit peu dit, mais c'est important, surtout que j'ai un petit complément d'information à apporter. Effectivement, la loi du 5 septembre s'est penchée sur les publics dits du secteur privé. Les agents publics, les trois fonctions publiques ne sont pas concernés par cette réforme. Le CPF dont je vous parle, la monétisation dont je vous parle, reste donc des dispositifs voilà, qui sont ciblés sur demandeurs d'emploi, salariés du privé et non salariés. Non salariés entendus par travailleurs indépendants, commerçants, professions libérales, gérants. Voilà. Donc, concernant ces agents publics, nous avons une réforme de la fonction publique qui est en cours de négociation. Il y a un projet de loi qui circule dans lequel il est annoncé
une portabilité du CPF des agents publics qui quitteraient la fonction publique. Donc, ce qui est imaginé pour l'instant par le législateur, ce sera un système de conversion des heures en euros si un agent public rejoignait le privé. Et inversement, un scénario de reconversion d'euros en heures si un salarié rejoignait la fonction publique. Donc pour l'instant, il n'y a pas de volonté comment dire, de créer un flux financier ou une monétisation du CPF des agents publics. Voyez un peu la révolution que ça entraînerait, hein, puisque pour arriver à la monétisation du CPF, il a fallu imaginer un barème unique, 15 euros de l'heure. Il a fallu imaginer un financeur unique, hein, qui est la Caisse des dépôts et consignations. On le voit dans la fonction publique, il y a une organisation qui est complètement comment dire, différente d'une fonction publique à une autre. Et au sein de la fonction publique d'État, c'est chaque ministère qui a la responsabilité du financement. Donc, on en est loin d'arriver à un système unifié de financement. Alors, concernant ensuite les abondements par les OPCO. Les abondements par les OPCO, alors en 2019, c'est eux qui vont piloter encore le financement du CPF. Bon, il pourrait y avoir des abondements, ils sont prévus au cours de cette année 2019. C'est une année de transition, donc tout ne s'arrêtera pas comme ça, et donc les conseils d'administration peuvent encore prendre des initiatives. Mais il y a une règle du jeu importante qui est introduite par la réforme, c'est la règle du jeu des moins de 50 salariés. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce que les OPCO peuvent faire des abondements pour des salariés qui seraient dans des entreprises de plus de 50 salariés. Il y a fort à parier que ça soit plus difficile pour ces salariés d'obtenir donc des abondements des OPCO. Voilà, donc la nouvelle tuyauterie financière va modifier singulièrement les possibilités de ces interventions des OPCO concernant ces abondements. Concernant le salaire, je l'ai dit un petit peu rapidement tout à l'heure également, le salaire, le principe est posé dans la loi, hein, dans le Code du travail. Ce n'est pas un principe nouveau, c'est un principe qui, depuis le début, l'employeur qui accepte une demande de compte personnel de formation a l'obligation de maintenir le salaire. Donc on est dans un processus très transparent concernant le mécanisme. Je ne sais pas si j'apparais toujours à l'écran. Voilà, ça s'était mis en veille chez moi. Tant mieux. Bravo Windows. Donc le processus concernant le salaire est clairement à ce niveau-là. Si le projet intéresse l'entreprise, au minimum, l'entreprise participe au coût de la rémunération. Est-ce qu'il peut laisser un reste à charge? Là, on peut en douter quand même parce que à ce moment-là, s'il accepte la rémunération, il va aller jusqu'au bout. Il doit aller aussi jusqu'au bout sur ce qui concerne le coût de la formation qui manquerait, enfin le reste à charge qui manquerait. On aurait du mal à imaginer qu'un salarié déjà qui mobilise son compteur de CPF soit de sa poche pour faire une formation dont son employeur aurait un intérêt. Donc là, le texte ne le dit pas, mais la co-construction devrait quand même s'arrêter à deux mécanismes de financement, le mécanisme de financement provenant du CPF et le mécanisme de financement provenant du plan de développement des compétences de l'entreprise. Enfin, concernant les articulations entre bilan de compétences et projet de formation, c'est vrai que faire tout ça dans la foulée, ce n'est pas évident, hein. C'était déjà un peu le cas avant, hein. Donc le congé bilan de compétences, ça se gérait pas avec le chaînage automatique du congé individuel de formation. C'était quand même deux dossiers bien différents. Effectivement, le bilan de compétences, ce n'est pas le conseil en évolution professionnelle, c'est une prestation à part entière. Par contre, le conseil en évolution professionnelle, on va faire une focale dessus, peut être déjà source d'une vraie orientation. Et là, il y a des alternatives nouvelles qui apparaissent. Mais avant d'en parler, laissez-moi parler du CPF de transition. Enfin, je termine par France Compétences. France Compétences,
en fin de compte, va intervenir dans la régulation, est intervenu dans la régulation de l'offre de formation à travers la certification qualité. C'est la certification qualité qui va réguler le marché. À partir de 2021, pour émarger au financement public et privé, mais géré par les OPCO, géré par la Caisse des dépôts et consignations, eh bien, il faudra avoir une certification qualité qui va être plus exigeante. Mais sinon, sur les tarifs, ce sont les OPCO qui peuvent intervenir dans la régulation. Mais effectivement, une entreprise ne peut pas compter sur France Compétences pour faire bouger les prix. C'est à elle d'être bonne négociatrice de son achat de formation. Il n'y a pas de réglementation des prix à proprement parler prévue par les textes. Je vous propose Oui, de merci beaucoup. Je continuer pense qu'il parce faut que qu'on l'heure tourne. continue. Il y a d'autres questions, mais c'est aussi des thématiques qu'on va retrouver notamment dans la deuxième partie par rapport aux modalités d'accès à la formation. Donc, effectivement, je vous propose qu'on continue. Merci. Alors, concernant le CPF de transition professionnelle, donc là, c'est une focale un peu particulière, hein. Là, je suis sur le droit des salariés pendant l'emploi, hein. Donc, tout à l'heure, nous étions sur le dispositif général qui s'ouvre à tout le monde. Tandis que le CPF de transition, c'est vraiment le projet pour les salariés et pour les salariés qui n'arriveraient pas à se mettre d'accord avec leur entreprise. Centre Info a toujours eu comme lecture que le congé individuel de formation, c'était la roue de secours, hein. On ne peut pas considérer qu'un dispositif qui est accessible qu'à 50 000 salariés par an soit un dispositif de masse. Le CPF a l'ambition de l'être. Le CPF de transition peut peut-être finir par l'être, mais le CPF de transition, donc je le recaractérise, c'est bien le successeur du congé individuel de formation. Ce qui est important, ce sont les mots, parce qu'ils donnent le sens au changement. Le CPF de transition, c'est pour mettre en œuvre un projet de transition professionnelle. Cette expression projet de transition professionnelle, c'est l'expression du législateur qu'on retrouve dans le Code du travail. Et qu'est-ce qui se cache derrière cela? C'est ce qui est écrit en dessous de la bulle CPF de transition, c'est pour mettre en œuvre des actions de formation certifiantes. Donc là, rien d'étonnant, mais enfin, ça élimine tout le reste, c'est-à-dire la VAE, le bilan de compétences, enfin, voilà, et destinées à permettre de changer de métier ou de profession. Et cette finalité de changer de métier ou de profession, ce n'est pas anodin. Les partenaires sociaux ont tenu à bien caractériser l'usage du droit individuel à la formation. C'est du certifiant pour changer de métier ou de profession. Et vous le savez, c'est un droit qui va être opposable à l'entreprise, puisque c'est comme le congé individuel de formation, ce ne sont que des reports qui peuvent être envisagés par l'entreprise, ce ne sont pas des refus. Et le gros avantage du CPF de transition, c'est la rémunération. Donc, les partenaires sociaux ont tenu ont abandonné la définition beaucoup plus large du congé individuel de formation qui renvoyait à une notion très large, puisqu'il parlait, le congé individuel de formation renvoie à la formation de son choix. Donc, avec même une définition qui renvoyait à des formations d'ouverture à la culture. Donc, le législateur, les partenaires sociaux ont repositionné cette initiative de droit individuel vers le changement de métier ou de profession. Je rappelle, nous sommes en présence d'une loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc, ça renvoie forcément à un métier, à une profession. Alors, le mécanisme qui est envisagé, là, c'est un mécanisme un petit peu plus subtil qu'avec le CPF, parce que il faudra s'adresser donc à la fameuse commission paritaire qui s'appellera l'association Transition Pro. C'est elle qui gérera le dossier. Mais attention, ce dossier devra contenir un positionnement. Donc, il faudra donc que le prestataire soit quand même à la hauteur de ce positionnement. Et là encore, l'association Transition Pro pourra être très exigeante et faire des reproches aux prestataires de formation. Donc, il faudra que ce soit un positionnement de qualité. On voit bien l'enjeu, c'est de faire en sorte que soit optimisé le parcours, que soit optimisé les coûts de cette formation. Le CPF de transition ne devant pas être un droit à s'absenter, pour faire n'importe quoi. Il s'agit d'un projet très clair et très ciblé. Et donc tout ça va rationaliser
le processus et devrait aboutir, en tout cas c'est l'intention des partenaires sociaux, c'est l'objectif des partenaires sociaux, à rationaliser les coûts et pouvoir financer ainsi plus de CPF de transition. Le mécanisme ensuite de relation avec la Caisse des dépôts, puisque le CPF de transition naturellement va avoir un impact sur le compteur du CPF, bien, chaque fois qu'un CPF de transition sera accordé, bien, l'association Transition Pro préviendra la Caisse des dépôts qui débitera les euros, mais l'association Transition Pro aura une dotation financière de toute façon pour financer la totalité des dépenses sur la base donc des règles de prise en charge que l'on a fixées. Sur les coûts de rémunération, c'est les mêmes règles que pour le congé individuel de formation, donc le seuil à 2 fois le SMIC. En dessous de 2 fois le SMIC, on garde 100% du salaire antérieur. Et en ce qui concerne les frais pédagogiques, bien là, bien ça sera, il peut y avoir un reste à charge au niveau du salarié, l'association Transition Pro n'ayant pas l'obligation de garantir la gratuité de la formation. Voilà, donc nous avons un dispositif particulier et intéressant pour les salariés. Avant peut-être de parler de celui en destination des demandeurs d'emploi, il en est un qui a été imaginé dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage pour des salariés démissionnaires. J'aurais pu faire un slide sur le sujet, et c'est un sujet important, la question de la démission. Eh bien, ces salariés démissionnaires qui, avant leur démission, auront passé un conseil, auront suivi un conseil en évolution professionnelle qui les aura confortés dans leur projet de formation, eh bien, s'ils donnent leur démission, ça leur garantira une rémunération pendant leur formation assurée par Pôle emploi au titre de l'assurance chômage, alors que normalement, quand on démissionne, on n'a pas le droit aux allocations d'assurance chômage, eh bien là, le mécanisme est prévu. Donc Pôle emploi a la possibilité d'ouvrir aussi à débloquer des situations quand un salarié n'aura plus d'avenir professionnel dans son entreprise et qu'il est prêt à démissionner pour mettre en œuvre ce projet professionnel à la condition d'avoir, je le répète, suivi un conseil en évolution professionnelle, bien, il y aura la vertu, ce conseil en évolution professionnelle aura la vertu de lui offrir des droits nouveaux et spécifiques. Alors, petite focale sur le CPF des demandeurs d'emploi. Une règle du jeu qui méritera d'être affinée naturellement ensuite localement et par Pôle emploi. Mais le législateur pose le principe que chaque fois qu'un demandeur d'emploi accepte une proposition de formation financée par les régions Pôle emploi ou la GFIP, bien, naturellement rentrant dans des périmètres voulus par les régions Pôle emploi et la GFIP, eh bien, le compte personnel de formation du demandeur d'emploi sera débité. On oublie souvent le début de la phrase, qui est dans le Code du travail. Il faut que le demandeur d'emploi accepte. Donc, nous sommes dans un jeu, là encore, de co-construction, mais le législateur a tenu absolument à ce que cette implication du demandeur d'emploi dans le coût de la formation soit prévue, car c'est aussi un gage de motivation et c'est également une façon aussi de responsabiliser le prestataire de formation qui naturellement aura la pression de l'usage du CPF pour la réussite de la formation et également donc le retour à l'emploi. Voilà, donc nous en arrivons maintenant à la troisième brique des droits individuels, le fameux conseil en évolution professionnelle. Nous avions un dispositif qui était caractérisé par l'intervention de 5 réseaux, donc Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi et APEC, au milieu desquels il y avait un opérateur qui était FONGECIF et OPACIF, qui, à terme, donc à partir de l'année prochaine, ne pourront plus être automatiquement impliqués dans le CEP. Ils devront donc renoncer à ces activités, puisqu'ils vont disparaître de toute façon. Et c'est au niveau régional, donc un appel d'offres va être lancé par France Compétences. Et donc, ce seront des opérateurs régionaux qui seront désignés par cet appel d'offres. Et nous avons donc sur le site de France Compétences une description de l'accord cadre du service de conseil en évolution professionnelle délivré par les opérateurs régionaux qui nous annonce donc une mise en place d'une procédure concurrentielle avec négociation. Donc, chaque opérateur va pouvoir déposer sa candidature. Il y aura donc
18 lots, puisque par région, bien sûr, avec la possibilité d'avoir un lot multi-attributaire. Imaginons qu'un réseau existe et fonctionne dans chacune des régions. Et ensuite, donc, ce qui est intéressant à repérer, c'est le calibrage de ce que l'accord cadre qualifie d'interaction avec les bénéficiaires. Donc, 3 niveaux dans ce CEP. Un niveau dit aiguillage, avec une quantification du temps concernant cet aiguillage à 10 minutes. Un premier niveau de conseil personnalisé fixé à 2 heures et un accompagnement personnalisé fixé à 6 heures, avec des sous-ensembles dans cet accompagnement personnalisé, appui à la formalisation du projet, appui à la mise en œuvre du projet avec des durées. Donc je pense que ces curseurs pour vous sont importants et ne vont pas manquer de vous faire réagir. Et donc peut-être avant d'entamer la deuxième partie, répondre aussi peut-être à des questions, Sylvie, qui auraient été posées. J'allume mon micro. Donc effectivement, alors, il y a eu des questions autour de la... Alors pardon, j'allume ma webcam, voilà. Il y a eu des questions donc autour de la VAE et du bilan de compétences et donc de la place de la VAE et du bilan de compétences par rapport au CPF. Et puis après, il y a des questions auxquelles on pourra, je pense, malheureusement pas répondre parce que c'est des questions très, très techniques, notamment par rapport à des salariés qui seraient démissionnaires et donc est-ce qu'ils auraient accès à la formation s'ils sont démissionnaires, dans quelles conditions ils pourraient avoir accès à la formation. Voilà, essentiellement, pour l'instant, les questions, c'est surtout sur la place donc, de la VE et du bilan de compétences. Très bien. Alors, c'est intéressant d'avoir regroupé les deux prestations. Ces prestations, alors concernant la VAE a quand même un petit peu le vent en poupe dans cette loi. Tout d'abord parce qu'il y a la refondation de la certification professionnelle et donc la VAE va être réinjectée dans tout le processus de refondation de la certification professionnelle. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, parce que, à la différence du bilan de compétences, le législateur, en créant le CPF de transition, et plutôt en faisant disparaître le congé individuel de formation, a fait disparaître le congé bilan de compétences, considérant que le CPF offre la voie d'accès au bilan de compétences. Je rappelle que le congé bilan de compétences avait connu une évolution ces dernières années afin que les fonds GESIF puissent financer des bilans de compétences hors temps de travail, sans absence, c'est-à-dire sans que le salarié soit obligé de demander une absence à son employeur et donc faire connaître à son employeur son projet de bilan de compétences. Donc le CPF donne accès au bilan de compétences, le salarié n'est pas obligé d'en parler à son employeur, il peut faire son bilan de compétences hors temps de travail comme le congé bilan de compétences le permettait. Par contre, concernant la VAE, il y a une petite subtilité, c'est que là, le législateur a gardé le congé VAE. Il garde le congé VAE, et là, ça veut dire que l'employeur est tenu de maintenir la rémunération quand un salarié lui demande un CPF plus donc un congé VAE, donc pendant 24 heures. Alors, c'est pas beaucoup, hein, 24 heures, il aura donc la possibilité de préparer une partie de son dossier de VAE rémunéré pendant donc 3 fois 8 heures, voilà, en tout cas 24 heures rémunérées pour le titre de la VAE. Donc nous avons là un dispositif qui est maintenu parce que la VAE est un processus naturellement plus long, qui peut aussi intéresser l'entreprise, qui peut faire l'objet d'un co-investissement, d'une co-construction par l'entreprise. Donc voilà, plus le congé VAE si c'était un projet individuel. Voilà, on retrouve toutes les alternatives qu'on avait vues concernant la formation avec le CPF de transition. Bien là, il y a le pendant avec la VAE, mais limité à 24 heures. Concernant les démissionnaires, c'est vrai que c'est un sujet en soi, beaucoup de cas de figure différents. Donc, ce qui est nouveau, c'est ce cas original du salarié qui
qui n'est pas bien dans son emploi, qui n'arrive pas à faire muter son emploi, qui, dans le plan de développement des compétences, ne trouve pas satisfaction. Le CPF de transition, peut-être qu'il a été refusé, peut-être que finalement, l'association Transition Pro n'aura peut-être pas autant de moyens, et voilà, il y aura peut-être comme pour les fonds GECI de la tension financière. En tout cas, voilà, si à un moment donné, le salarié veut démissionner, eh bien, il pourra le faire, mais pour suivre une formation, mais voilà, il faudra lui rappeler la règle du jeu fondamentale. S'il veut garantir sa rémunération après la rupture de son contrat de travail, eh bien, il faudra qu'il fasse un conseil en évolution professionnelle, le fameux conseil en évolution professionnelle qui apparaît à l'écran. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Juste donc à titre d'information, je vous rappelle, on est bien dans le temps et on va passer donc à la deuxième partie. Il nous reste donc 30 minutes, Monsieur Seped. Parfait. Oui, alors, il m'a semblé important d'aller jusque-là, c'est-à-dire parler de ce qui se passait également dans les entreprises, du côté des salariés, pour faire une focale peut-être particulière, même si c'est peut-être pas forcément les personnes qui viennent vous voir. Je pense qu'à un moment donné, de toute façon, on peut imaginer que même si ce sont des demandeurs d'emploi, ils seront salariés un jour, et donc c'est peut-être intéressant que vous ayez la caisse à outils en tête. Et puis concernant les prestataires de formation, vous devez certainement les côtoyer. Je pense que c'est important aussi que vous sachiez ce qui se passe pour eux. Alors, concernant les entreprises, je l'ai déjà un petit peu évoqué, nous avons une volonté des partenaires sociaux de finaliser les dispositifs de formation. Et l'élément important qu'il ne faut jamais oublier dans l'entreprise, c'est que le législateur a posé comme principe depuis le début des années 2000 un principe d'obligation de formation de l'entreprise. Et là, donc, le législateur, sur l'obligation de formation, souhaite quand même que les entreprises ne fassent pas uniquement, ne prévoient pas uniquement des formations obligatoires. Et ça, c'est intéressant que ça soit repéré parce que les formations obligatoires, comme leur nom l'indique, l'entreprise ne peut pas ne pas les mettre en œuvre parce que sinon leurs professionnels ne peuvent plus intervenir. Ben là, le législateur a souhaité que les entreprises aient l'obligation de mettre en œuvre des formations non obligatoires. Ça devient une formulation un peu abstraite, mais il est important de s'y arrêter quelques instants. Alors, finalisation des dispositifs. Alors, c'est un slide un petit peu compliqué. En plus, je n'ai pas prévu d'animation. Alors, finalisation des dispositifs. Il faut commencer, Sylvie, si vous voulez, aller en haut à gauche du slide, sur le plan de développement des compétences. L'outil phare, c'est le plan de développement des compétences quand on parle de la formation dans l'entreprise. Mais l'autre outil, c'est celui qui se situe en dessous, tout en bas, c'est les contrats en alternance. C'est vraiment ces deux outils qui sont à la main de l'entreprise, dans le sens où l'élaboration du plan de développement est entre les mains du chef d'entreprise, l'embauche dans le cadre du contrat de professionnalisation, dans le cadre du contrat d'apprentissage, sont à la main de l'entreprise. Le législateur et les partenaires sociaux ont introduit une subtilité concernant ces deux possibilités. Ils distinguent ces deux dispositifs puisque, concernant les contrats, toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, pourront obtenir des financements de l'opérateur de compétences pour la mise en œuvre de l'apprentissage et du contrat pro. Le but du jeu, c'est que naturellement, ces contrats, avec de la formation, soient le plus utilisés par les entreprises, avec donc une pratique d'embauche, avec une pratique de gestion du personnel, ou un volant permanent, voire régulier, de personnel, soit sous statut en alternance. C'est le grand challenge du développement de l'apprentissage en France et dans les entreprises. On sait que ce sont les petites entreprises qui utilisent le plus l'apprentissage. Là, l'idée, c'est que les entreprises aillent plus loin, les grandes entreprises aillent plus loin. Vous savez qu'il y a une contribution supplémentaire pour les entreprises de plus de 250 salariés qui n'atteignent pas un quota d'alternants. Et bien là, le législateur a fait tout pour que les entreprises, les grosses entreprises, développent l'apprentissage. Et donc, il va y avoir certainement un sacré coup de booster sur ces possibilités d'embauche. Et on l'a vu tout à l'heure, France Compétences attribue beaucoup d'argent aux opérateurs de compétences au titre de l'alternance.
Concernant par contre le plan de développement des compétences, déjà, vous le savez, nous avons une contribution qui est un peu limitée, elle est de 1,68%. Je dis ça par rapport à la dépense moyenne des entreprises. On sait que les entreprises tournent plutôt autour de 3%, donc ça veut dire que il y a à peu près le double, enfin l'équivalent de dépenses de formation qui dépassent les obligations légales. Donc les entreprises ont l'habitude de dépasser le minimum légal en dépenses de formation, mais tout ça est peut-être relatif. Et le législateur, lui, dit très clairement, moi je n'entends que les opérateurs de compétences n'aident que les entreprises de moins de 50 salariés. Ce n'est pas la peine que les opérateurs de compétences aident les entreprises de moins de 250 salariés, comme les OPCA le pouvaient. Donc là, il y a un recentrage très fort sur les petites entreprises. Et l'opérateur de compétences, ça devient un opérateur de l'alternance et un opérateur de la TPE-PME. Alors ensuite, vous avez 3 scénarios, et c'est intéressant de les mettre en avant quand même quand on parle de l'entreprise, c'est les fameux scénarios de co-construction. J'ai parlé du CPF tout à l'heure, donc le CPF c'est l'outil important, mais il y a aussi la PROA, donc un dispositif qui est le remplaçant de la période de professionnalisation. Donc là, c'est le fameux scénario de tout à l'heure de mon salarié qui voudrait avoir une certification professionnelle et qui n'arrive pas à mettre en œuvre son CPF, qui n'arrive pas à convaincre son entreprise. Là, la PROA, c'est vraiment une aide que les opérateurs de compétences vont pouvoir débloquer pour toutes les entreprises. Là, il n'y a pas de seuil. Et donc, pour du certifiant, donc là, la co-construction sur le certifiant est tout à fait possible. Comme également le hors-temps de travail. Donc, le hors-temps de travail fait partie des préoccupations des partenaires sociaux, du législateur. Il est simplifié, mais il est simplifié dans la règle du jeu. Justement, ça ne sera limité, ça ne sera possible que pour les formations non obligatoires. Les formations obligatoires devront se passer sur le temps de travail. Alors, re-rentrons sur cette vision des dispositifs dans l'entreprise. Voilà, l'entreprise a une caisse à outils qui se caractérise toujours par trois volets. Hein. C'est pas nouveau ces 3 volets, simplement ils vont tous un peu bouger. Donc, sur la droite, Sylvie, il y a les fameux projets gérés par l'entreprise, hein, donc le plan de développement des compétences hein, qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment à la main de l'entreprise. Du côté du salarié, à l'autre extrême, vous avez donc les projets personnels. Donc ça, c'est vraiment quand l'entreprise et les salariés n'arrivent pas à se mettre d'accord. L'entreprise ne veut pas entendre parler de formation, son plan de formation est égal à 0. C'est possible, le législateur ne prévoit pas de sanctions particulières. Hein. Le plan de formation n'est pas fondamentalement obligatoire. C'est devant les tribunaux après que les salariés peuvent obtenir réparation, voire obtenir une aide dans le cadre de ce qu'on appelle les abondements correctifs du CPF. Donc, de l'autre côté, à l'autre extrémité, donc les demandes individuelles des salariés, puis donc au milieu, donc les fameux projets partagés. Et j'ai eu besoin de place, donc le hors-temps de travail se situe voilà, sous le projet de l'entreprise. J'espère que tout ça c'est clair pour tout le monde. Donc les 3 projets partagés. Et là, donc avec le recentrage, donc le fameux CPF monétisé sur le temps de travail, la PROA par l'opérateur de compétences, et puis les formations non obligatoires hors temps de travail. Voilà, donc nous avons une caisse à outils qui est subtile, il faut l'avoir en tête parce que très souvent, quand on ne rentre pas dans ce détail, on se trompe quand on informe les salariés sur leurs droits. Les droits à la formation des salariés ne se résument pas au CPF. Je le rappelle, pour Centrinfo, le CPF de transition, c'est la roue de secours. Avant d'aller vers le CPF de transition, les salariés ont intérêt à aller vers leur entreprise, vers leur employeur, vers leur manager, pour que leur formation s'inscrive sur le plan de développement des compétences. Ensuite, la co-construction, le salarié met sur la table son CPF et voit si l'employeur est d'accord et négocie avec lui les conditions de cet accord. Et puis, s'il n'y a aucune négociation possible, eh bien, toujours le CPF, toujours le droit individuel, jusqu'à la démission, puisque c'est maintenant possible, avec le CEP qui garantit la rémunération pendant la recherche d'emploi. Voilà, donc tout un scénario à bien respecter, mais ne surtout pas se précipiter sur les droits individuels quand on informe les salariés sur leur droit à la formation.
petite focale, sur l'apprentissage. C'est important, c'est le Big Bang, hein, avec le financement par les OPCO de l'apprentissage, alors que encore cette année, ce sont les régions qui financent l'apprentissage. Donc les OPCO vont financer l'apprentissage comme ils financent le contrat de pro. Les branches professionnelles vont fixer leurs prix. France Compétences a fait des recommandations, donc des lissages de prix de l'apprentissage vont être connus. Les OPCO vont mettre tout ça en œuvre très très vite une fois que le décret d'application sera publié. Et donc le législateur imagine un système plus opérationnel qui fonctionnera à partir des besoins des entreprises, d'où l'idée de permettre aussi à d'autres CFA d'exister. Donc les CFA ne seront plus créés dans un cadre régional avec des conventions conclues avec les conseils régionaux. Un CFA pourra se créer aussi librement qu'un organisme de formation, mais à la condition naturellement pour l'organisme de formation de respecter toute la réglementation de l'apprentissage. Donc du côté de l'entreprise, le législateur a simplifié un certain nombre de règles pour encourager les recrutements. Je ne vais pas les passer en revue, mais en tout cas, il y a encore des craintes du côté des entreprises en ce qui concerne les contraintes du droit du travail en matière d'apprentissage. Voilà, cette diapo, l'effet révèle qu'elles ont été singulièrement atténuées. Afin d'attirer des jeunes, alors là, c'est mauvaise nouvelle pour les entreprises, mais la rémunération, qui reste un pourcentage du SMIC, a été revalorisée pour les jeunes de 16 à 20 ans. Donc là, on voit bien la volonté d'attirer des jeunes qui sortiraient de la formation initiale avec une meilleure rémunération. Et ensuite, simplification de l'aide unique, donc qui remplace toutes les autres aides à l'apprentissage, afin que là encore, ce soit beaucoup plus simple pour les entreprises. Mais c'est redoutable puisque c'est une aide fléchée, énormément fléchée, puisque c'est une aide fléchée sur les moins de 250 salariés, sur des titres ou diplômes inférieurs ou égaux au baccalauréat. Donc ça veut dire que les bac plus 2, donc les fameux BTS, ne sont plus accessibles, ne permettent plus de bénéficier de cette aide. Donc certains responsables formation, certains CFA s'inquiètent de ce recentrage, mais là encore, on le voit bien, la préoccupation, c'est d'encourager l'apprentissage sur les premiers niveaux de certification. Concernant toujours l'alternance, bien une petite focale sur le dispositif qui remplace la période de professionnalisation, donc la fameuse reconversion ou promotion en alternance. Ce dispositif, par rapport à la période de pro, est aussi énormément recentré, puisque déjà dans son expression, ça va vous rappeler des choses. C'est un dispositif qui est ciblé sur le changement de métier ou de profession. Tiens, c'est le changement de métier et de profession qui est aussi au cœur du CPF de transition. Et puis, deuxième message fort, c'est bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle. Donc, on le voit là très clairement, un ciblage de progression dans l'entreprise. Avec deuxième élément de contrainte, hein, ce sont des actions conduisant à des diplômes ou titres finalité professionnelle pour un niveau de qualification. La diapositive ne le précise pas. Donc là, nous allons jusqu'au niveau 3 de qualification professionnelle. Ancienne nomenclature, hein, on est passé sur la nomenclature européenne aussi cette année, donc en 8 niveaux. Voilà, donc un dispositif fléché sur des certifications professionnelles, alors que la période de professionnalisation était plus largement ouverte sur des formations définies par les branches professionnelles. Donc cette souplesse n'existe plus. Voilà, donc un dispositif en alternance très riche. Le dernier, c'est le contrat de professionnalisation. Il est prévu des expérimentations possibles au niveau des branches professionnelles. Donc là aussi, de la souplesse est introduite sur le contrat de professionnalisation. Je termine par l'abondement correctif. Je vous disais que le législateur a gardé naturellement le principe d'obligation de formation, mais a introduit la distinction entre formation obligatoire, formation non obligatoire. Alors, l'obligatoire, ce sont des formations définies par des traités internationaux
définies par la loi ou des décrets, donc des lois qui s'imposent à des professionnels qui, sans ces formations, ne peuvent plus exercer leur métier. Le constat qui a été fait depuis de nombreuses années, c'est que les plans de formation des entreprises sont principalement consacrés au financement de ces formations. Donc le législateur demande aux entreprises de prévoir au moins sur une période de 6 ans que les salariés aient pu suivre une formation non obligatoire. Et si sur cette période de 6 ans, cette formation non obligatoire n'a pas été possible, alors là c'est au niveau des entreprises de 50 salariés et plus, les entreprises de 50 salariés et plus devront verser 3 000 € à la Caisse des dépôts et consignations au titre d'un abonnement correctif du CPF, donc une correction permettant à l'initiative individuelle de fonctionner. D'où, vous voyez, la boucle est bouclée avec mon slide qui rappelle la triptyque de l'accès à la formation des salariés. Voilà, il y a une tension entre ce qui est à la main de l'entreprise, ce qui est à la main des individus, des salariés, et entre les deux, donc le chemin de la co-construction qui existe toujours. Alors, peut-être Sylvie, terminer les slides et puis garder un temps plus long pour les dernières périodes de questions-réponses. Oui, je pense que ça serait peut-être préférable. En fait, il nous reste à peu près un quart d'heure, même si on peut déborder de quelques minutes. Mais du coup, vous pouvez peut-être enchaîner sur les slides et puis on prendra un temps de questions-réponses à la suite. D'accord. Alors, donc les organismes de formation, alors c'est une focale organisme de formation, mais en fin de compte, le vrai vocable, c'est prestataire de développement des compétences. Va me donner aussi l'occasion de faire une focale sur les certifications professionnelles et naturellement les questions de qualité. Avant cela, peut-être aussi regarder ce qui se passe au niveau des relations financières pour ces prestataires. Ça peut paraître anodin, mais nous avons un nouvel acteur qui apparaît, c'est la Caisse des dépôts et consignations. Donc elle va être obligée d'inventer un nouveau mode d'achat de formation. Jusqu'à présent, les individus, même dans le cadre de leur droit individuel à la formation, eh bien, n'étaient pas en relation directe avec l'organisme de formation. C'était des conventions de formation qui établissaient la liaison donc avec des opérateurs. Donc, ils sont au milieu de ce slide, hein, les opérateurs, les OPCA à l'époque, les fonds GESIF, Pôle emploi, les régions, tout ça, ce sont des acheteurs et donc la convention de formation reste le modèle. À l'autre bout, du côté des entreprises, à partir du moment où c'est sur les fonds privés de l'entreprise, c'est une contractualisation directe. Donc il y a déjà deux grandes logiques qui apparaissent dans le marché de la formation continue. Et enfin, il y a une troisième logique, c'est l'achat direct par les individus. Et là, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais voilà, l'individu va avoir une sacrée responsabilité, c'est lui qui va déclencher l'achat de formation. Et la règle du jeu de cet achat va être fixée donc, dans les fameuses conditions générales d'utilisation de l'application du CPF. C'est pas anodin, ça va modifier les circuits et donc c'est quelque chose que alors, on n'a pas beaucoup de précision pour l'instant sur l'écriture de ces conditions générales d'utilisation. La Caisse des dépôts y travaille. Il doit certainement exister déjà une première version de ces conditions générales d'utilisation, mais je n'ai pas d'informations sur le sujet. Mais naturellement, ça sera très important de pouvoir en parler aux personnes, aux demandeurs d'emploi, aux salariés, aux non-salariés qui viendraient vous consulter. Autre élément important à évoquer concernant les prestataires de développement des compétences, c'est l'apparition de la certification qualité obligatoire pour continuer à obtenir donc des financements de tous les financeurs publics dont je vais parler tout à l'heure. Donc on peut mettre de côté les fonds des entreprises. Et donc concernant cette certification qualité, donc nous sommes en processus de création. Donc, France Compétences a proposé ces éléments de certification qualité. Sur la base de ces éléments,
un projet de décret en Conseil d'État, un décret simple et un arrêté sont en préparation, sont préparés. On attend leur publication au journal officiel, ça ne devrait plus tarder. Le COFRAC va donc accréditer des certificateurs sur cette nouvelle certification qualité des prestataires de développement des compétences. Donc nous attendons que tous les textes soient publiés. Naturellement, tous les opérateurs de certification qualité sont prêts, se préparent à offrir leurs services pour que tous ces prestataires qui interviennent pour la formation des salariés, des demandeurs d'emploi, dans le cadre de ces financements publics et parapublics, eh bien, puissent avoir cette certification qualité au plus tard au 31 décembre 2020. Puisque la règle du jeu à partir du 1er janvier, c'est qu'aucun financeur ne pourra travailler avec un prestataire qui n'aurait pas de certification qualité. Donc nous avons un compte à rebours qui commence. Bientôt, il ne restera plus que 18 mois pour obtenir cette certification qualité. Ça veut dire certainement un goulot d'étranglement de demandes de certification exprimées par ces prestataires. Très concrètement, ça veut dire que cette démarche qualité, dans cette démarche qualité, il va falloir que vous vous intéressiez quand même à cela aussi, parce que se niche beaucoup d'obligations vis-à-vis des stagiaires, et je pense que ça serait intéressant que les conseillers qui sont en situation d'accompagner une personne sur un projet de formation alertent ce bénéficiaire des prérogatives qui pèsent dorénavant sur les prestataires de formation en matière d'accueil et de prestations vis-à-vis de leurs stagiaires. Voilà, donc un processus important de régulation. Et je termine par la certification professionnelle, parce que indéniablement, la préoccupation est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes qui, grâce à la formation continue, obtiennent de la certification professionnelle. Et cette certification professionnelle, elle est dans le collimateur. Elle est dans le collimateur parce qu'il y a trop de certifications professionnelles dans un dispositif de classement qui n'est pas clair. Et donc, il va y avoir une mutation des répertoires qui sont actuellement toujours en ligne sur le site de la Commission nationale des certifications professionnelles. Mais à terme, la loi organise une vraie mutation des certifications professionnelles, puisque déjà, toutes les certifications professionnelles ont une durée limitée de 5 ans. Et donc, d'ici 2022, toutes les certifications professionnelles vont devoir être, 2023, pardon, vont devoir être revues, même celles qui donc avaient une durée indéterminée. Et dans ce processus de renouvellement d'inscription et voire de création, eh bien, des avis conformes devront être délivrés par les CPC, donc les commissions professionnelles consultatives pour les diplômes des ministères, des diplômes des ministères au nom de l'État, des diplômes d'État. Donc les partenaires sociaux au sein de ces commissions professionnelles vont pouvoir réguler singulièrement l'élaboration de ces certifications professionnelles afin qu'elles correspondent mieux aux besoins des branches professionnelles. Et la commission de France Compétences vis-à-vis des autres certifications, là aussi pourra intervenir avec ses nouvelles prérogatives pour faire en sorte que ces certifications respectent la règle du jeu. Et on peut s'attendre à une très forte régulation dans les enregistrements des certifications et surtout ensuite par ricochet la mise en place d'outils beaucoup plus perfectibles en matière d'information des structures d'information, mais aussi du public final concernant ces certifications professionnelles. Voilà, donc une forte invitation à suivre tout ce qui va se passer sur ce sujet-là, surtout que quand on met après bout à bout les éléments du PULS que je vous ai présenté, à savoir cette distinction entre formation certifiante et action de formation, on voit bien que les prestataires de formation
vont avoir une ingénierie de formation qui va de plus en plus se focaliser sur cette question de la certification professionnelle, même si la compétence est très présente, opérateur de compétences, France Compétences, plan de développement des compétences, prestataire de développement des compétences, bloc de compétences au sein des certifications professionnelles. Nous avons une préoccupation ensuite de cette obtention de cette certification finale. Donc, je pense qu'il faut, là aussi, en matière d'information sur la formation, il faudra s'intéresser à ces certifications professionnelles. Je pense que c'est forcément une trajectoire par rapport à l'avenir professionnel des individus, même s'ils sont peut-être réfractaires à re-rentrer dans des cursus qualifiés de scolaires ou d'universitaires ou de, voilà, qui rappelleraient trop la formation initiale. Voilà, il y aura du positionnement, il y a de la validation des acquis de l'expérience. On n'est pas obligé de re-rentrer dans un cursus traditionnel de formation. Et la refonte en bloc de compétences des certifications professionnelles devrait aussi aboutir à des mutations en ce qui concerne cette formation certifiante tout au long de la vie. Voilà, donc en conclusion, donc, nous sommes en présence d'une mutation profonde, d'une transformation profonde du dispositif. Heureusement, c'est une réforme qui s'étale dans le temps en matière de sa mise en œuvre. Donc 2019 va déjà être une phase importante, mais donc il est grand temps de se mettre dans le suivi de cette réforme. Centre-Info, sur son site centre-info avec 2f.fr, a ouvert une rubrique réforme de la formation. Je pense que Grève Bretagne, sur son site, offre aussi beaucoup d'informations sur ce sujet. Merci, Monsieur Ceped. Donc, ne croyez pas que peut-être, vous êtes en si retard vous sur le voulez ce bien, on peut sujet, bien que la prendre quand loi même date de quelques questions. Il y a eu 2018. vraiment de Et je nombreuses pense questions, que notamment sur vous aurez l'apprentissage, intérêt donc on ne pourra pas répondre à toutes les questions parce qu'il nous à faudrait suivre peut-être une demi-heure de plus. régulièrement les Mais au changements, moins puisque prendre au peut-être fur et à mesure 5 des mois qui vont minutes de suivre, plus. Je eh vais bien, vous poser quelques questions la formation professionnelle va sélectionnées. changer. Alors, la première question autour de la Pro A. Est-ce que ce dispositif peut être mobilisé pour un projet de reconversion professionnelle, notamment, enfin, autrement dit, pour quitter l'entreprise? Sur la Pro A, il y avait également une question par rapport à donc l'employeur. Est-ce que l'employeur a-t-il l'obligation de faire évoluer la situation du salarié pour une Pro A, un changement de poste ou une rémunération? Et quel est l'intérêt pour l'entreprise ou pour l'employeur de co-construire avec le salarié? Donc ça, c'était ce qui concernait la Pro A. Et après, il y avait des questions autour de l'apprentissage. Donc, est-ce qu'il y aura des dérogations possibles après 30 ans? Et une question plus globale également sur l'apprentissage par rapport aux études supérieures. Est-ce que du coup, c'est la fin de l'apprentissage dans les études supérieures? Et qui allait un petit peu avec également. Donc, quelle orientation pour les titulaires de BTS et notamment par rapport à l'alternance? Alors, ça, c'était par rapport à l'apprentissage. Euh, Ensuite, alors sur la partie plus certification, une personne qui demandait par rapport au diplôme d'État, donc peut-on imaginer des diplômes d'État qui ne seraient pas enregistrés au RNCP? Ça, qui seraient refusés en fait, hein, donc ça, je vous laisserai répondre. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Il y avait de nombreuses questions, encore une fois, donc on a pris une petite sélection. Effectivement, le diaporama que j'utilise mentionne des phrases qui sont dans le Code du travail. Donc quand vous regarderez le slide concernant la proie, je ne sais pas si je peux facilement y accéder, dans l'expression, c'est un petit peu plus loin, voilà. Quand le législateur écrit changer de métier ou de profession, implicitement, il est aussi sur un scénario de quitter l'entreprise. Les partenaires sociaux, le législateur ose mettre sur la table le décloisonnement, ose mettre sur la table que la formation n'a pas peur de la rupture du contrat de travail.
mais ils font le pari de ce qu'on appelle la sécurisation du parcours dans un scénario de perte d'emploi d'émission, perte d'emploi, départ négocié. La proie peut être un outil de départ négocié. C'est ça implicitement qui est envisagé. Mais tout ça est possible si le prestataire est de qualité, si la certification garantit l'emploi et si le parcours est donc bien balisé en amont. Concernant l'évolution professionnelle, bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle, c'est le deuxième objectif de la proie. Donc exactement, ça confirme cet autre scénario, c'est-à-dire que la proie, c'est un moyen pour un salarié d'évoluer dans l'entreprise et naturellement d'obtenir une reconnaissance salariale ou une reconnaissance de sa qualification. Alors, co-construction, tout l'enjeu pour l'entreprise, et en particulier pour les entreprises de 50 salariés et plus, puisque l'OPCO ne finance pas leur plan de formation, leur plan de développement des compétences, c'est de récupérer du CPF, récupérer les 5 000 euros potentiels du CPF. Donc, la co-construction, elle est forcément très intéressée et comme son nom l'indique, ça suppose aussi que le salarié soit d'accord. Donc il faut que dans la balance, l'employeur soit prêt à participer à des projets qui vont intéresser le salarié. Donc mobilité externe, mobilité interne, à la main de l'employeur la proie, à la main du salarié le CPF de transition professionnelle. Ce sont, voilà, c'est une caisse à outils un peu subtil, un peu complexe, mais qui essaye de couvrir tous les scénarios de la vraie vie, tous les scénarios de la vraie vie, avec l'idée au maximum de trouver des solutions. Et la meilleure solution, je vous le redis, c'est la solution co-construite, c'est la solution où l'employeur et le salarié sont d'accord. Et naturellement, pour le salarié, la meilleure solution, c'est quand l'employeur prend tout en charge. Mais maintenant, effectivement, l'employeur peut demander à ce que le salarié mobilise son CPF. Et le salarié n'est jamais obligé d'accepter de mettre en œuvre, de mobiliser son CPF, mais voilà, ce serait quand même dommage qu'il ne le mette pas en œuvre par principe. Si le projet est intéressant, autant qu'il mette en œuvre, qu'il utilise son CPF. Les 5 000 euros, comment dire, le CPF, c'est tout au long de la vie professionnelle, il se réalimente. Il faut 10 ans pour atteindre 5 000 euros, certes, c'est très long, mais voilà, le compteur ne s'arrête jamais et autant se servir des 5 000 euros plutôt que d'attendre au-delà des 5 000 euros. Concernant l'apprentissage, la question sur les 30 ans, pour moi, renvoie à une question qui a été soulevée lors de la concertation apprentissage. Toute cette big bang de l'apprentissage a nécessité un temps de consultation. La question qui était posée, c'était est-ce qu'on maintient une limite d'âge, effectivement. Est-ce qu'on va au-delà ou pas des 25 ans? Il y avait déjà des dérogations. Alors, dans la loi, il y a toujours une dérogation possible au-delà de 30 ans. Mais c'est vraiment une dérogation. Donc, pour l'instant, le législateur a dit l'apprentissage reste distinct du contrat de professionnalisation. Donc, pas question de l'assimiler complètement à un dispositif de formation continue. Mais on voit bien qu'il y a de plus en plus d'ambiguïté sur cet apprentissage, qui reste une filière de formation initiale. Mais je pense que ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire que le législateur veut quand même que le flux de sortie des jeunes en formation initiale ne soit pas oublié par les entreprises au titre de l'apprentissage. Il y a déjà eu une telle tendance à un développement de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur que là, il s'agit quand même d'arriver à corriger le tir pour faire en sorte que des places en entreprise soient aussi pensées pour des jeunes qui n'auraient pas pu terminer, obtenir une certification professionnelle. Voilà, donc d'où l'importance de l'implication des branches professionnelles. Donc le critère de l'âge, oui, c'est un critère de distinction, mais au-delà de 30 ans, il y a des solutions. C'est le contrat de pro. Hein, il y a pas qui ouvre sur d'autres formations, notamment le CQP. Donc voilà, il reste cette articulation entre les deux contrats qui reste tout à fait pertinente. Et dernier peut-être commentaire,
la concurrence entre le contrat de pro et le contrat d'apprentissage, faut pas trop enfin, ils sont complémentaires, ce sont deux contrats complémentaires. Donc il faut que l'entreprise comprenne la complémentarité et qu'elle voit un petit peu la place qu'elle laisse à chacun de ces contrats. Concernant les études supérieures, le BTS, oui, c'était une question pro-A, ça. Hein, c'était une question pro-A. Oui, il y a pas de, il y a là encore, oui, on veut faire en sorte que. Alors le BTS est possible, excusez-moi, on va jusqu'au niveau 3. On va jusqu'au niveau 3. Par contre, là, la question du BTS, c'était sur l'aide. C'était sur l'aide publique, c'était sur l'aide unique. Hein, donc le niveau 3, on est sur le niveau bac. Donc là, il y a une vraie limitation sur l'aide unique. Par contre, oui, ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'il y a, c'est pas parce qu'il y a plus d'aide unique. Enfin, bon, en tout cas, le législateur a tranché. Oui, l'aide unique, c'est pour les premiers niveaux d'apprentissage. C'est pas pour poursuivre ses études supérieures. Et on peut espérer, Oui, vous enfin, le inquiétez, non, on vous législateur voit fait le toujours et pari on vous que entend toujours. Pour nous, ça ne l'enjeu de change la rien en fait. certification sera suffisant pour que les entreprises continuent à penser au BTS et à penser hop là, cette souris, hop là. Excusez-moi, j'aurais dû couper mon. J'espère que le son n'est pas perdu. Tant mieux, tant mieux. Voilà. Et donc, concernant les certifications professionnelles, un diplôme d'État, effectivement. Alors, refusé, enfin, avec un avis conforme d'une commission paritaire consultative, bon, c'est une arme importante entre les mains des partenaires sociaux de cette CPC. Je pense que c'est une arme qui aura ses effets dans la régulation de l'amont. Et donc, ça serait quand même assez étonnant que le processus de construction des certifications aboutisse à ce que finalement les partenaires sociaux éprouvent le besoin de se servir de cet avis non conforme pour que la France Compétences n'inscrive pas le diplôme d'État au répertoire. Je reconnais qu'effectivement, ça serait très étonnant que le processus aboutisse à cela, mais quand même, il est important de signaler Oui, je crois que c'était l'existence la dernière de ces question. avis Alors conformes écoutez, parce que c'est je vraiment vais un maintenant moyen de vous pression très remercier fort dont disposent les très partenaires sincèrement pour sociaux cette intervention qui pour que était le très claire. Je ministère crois que tienne les compte participants ont beaucoup apprécié. des positions des branches Il y a professionnelles qui eu beaucoup de participent questions, donc à la certaines rédaction qu'on n'a pas pu des traiter. référentiels On des espère diplômes. pouvoir vous donner peut-être un prochain Voilà. rendez-vous pour Ensuite, aller un petit peu plus dans le détail. Et puis il y a d'autres, oui, bah, voilà, c'était la effectivement, dernière. la réforme, comme vous le disiez, donc c'est pas tout de suite. Il y a différentes choses qui seront mises en œuvre encore par la suite. Ce que je voulais donc vous dire, donc vous remercier, Monsieur Sepet, pour cette intervention. Et puis pour les participants, donc vous redire que vous allez recevoir très prochainement donc un petit questionnaire d'évaluation. Alors je vais me mettre voilà un petit questionnaire d'évaluation donc concernant ce webinaire. Donc c'est un questionnaire qui est assez simple et donc à partir de ces quatre questions, vous avez également donc une partie plus qualitative. Donc on espère que vous nous laisserez des commentaires de manière à voir aussi ce que vous avez pensé de ce webinaire et puis quelle suite on peut y donner. Vous aurez donc accès au support de présentation de Monsieur Ceped donc avec ce questionnaire d'évaluation. Juste, je vous annonce également, donc dans le cadre des actions de professionnalisation du SPROEP, les prochaines actions à venir, donc très rapidement, donc au mois de juin, donc nous aurons un webinaire qui s'appelle donc sur l'outil En route pour le monde, donc du réseau Information Jeunesse, le CRIJ qui interviendra donc pour nous présenter cet outil. Le 26 septembre, l'outil d'information du Grève Bretagne Cléor, donc information sur les métiers. Le 17 octobre, l'ONICEP Bretagne qui viendra nous présenter donc les outils et ressources de l'ONICEP en ligne. Et puis le 27 novembre, donc Pôle Emploi qui viendra nous présenter Emploi Store. Donc une série de webinaires intéressants pour découvrir les outils des partenaires du SPRO.
Et puis, donc, comme le disait Monsieur Ceped, sur le site de Centrafo, donc, pour compléter donc, cette information descendante format webinaire, vous avez donc des ressources très, très fournies. Et puis, je vais donc vous dire au revoir, vous laisser pour ma part, mais donc, je vais vous laisser en vous envoyant directement donc, sur le site de Centre Info, de manière à ce que, si vous le souhaitez, avant d'aller déjeuner, vous puissiez consulter ce site et puis peut-être le mettre effectivement dans vos favoris pour être tenu informé de la réforme de la formation professionnelle. Monsieur Ceped, je vous appelle tout de suite pour terminer ce webinaire. Merci, merci à tous. Au revoir.